Bonjour à tous, je vais aborder la troisième partie de ce cours. Je pense que ça va être la dernière, donc la commande backstepping. C'est une commande très compliquée à expliquer dans le cas général et très très difficile à mettre, voilà, à présenter de manière théorique. Je présente avec des exemples et je présenterai pas le cas général. Voilà. Vous verrez sur les exemples que vous comprendrez vite pourquoi c'est lourd de présenter le cas général et pas forcément très intéressant. L'exemple 1, c'est un petit modèle ici non linéaire. On aimerait donc stabiliser ce modèle de manière asymptotique. Et donc il y a un algorithme à suivre qui est assez simple finalement, et de travailler en cascade quand le modèle est sous la bonne forme. Évidemment, ça ne marche pas pour tous les modèles, la procédure que je vais vous présenter. Euh, Je commence à tousser, non, c'est un peu la fin du monde. Je ne sais pas si je psychote ou pas, mais enfin voilà, passons. Donc il faut suivre une procédure donc en cascade. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous commencez toujours par la première équation et vous regardez x2 comme une entrée de cette première ligne. Donc si ça devient une entrée, vous avez un modèle scalaire ici. Vous avez un x1, x.1 égale x1 au cube plus une commande u qui est votre x2. Donc vous cherchez un retour d'état, x2 égale, qui dépend de x1 du coup cette fois, seulement, qui stabilise ce premier système. Donc il y a plusieurs manières de trouver cette commande, là, ce retour. Généralement pour le premier système on peut le deviner, ça marche bien. Mais l'autre solution c'est d'utiliser la méthode du Lyapunov et ce qu'on appelle les contrôles Lyapunov function. Je ne l'ai pas vraiment introduit, mais c'est un concept tellement évident que je me suis dit que quand on avait, voilà, quand dans les conditions actuelles, c'était tout aussi bien de ne pas trop en parler. Donc, contrôle Lyapunov function, c'est juste une fonction Lyapunov qui a du x et du u à l'intérieur, et on utilise le u pour rendre le v point négatif. Donc, vous rappelez la méthode du Lyapunov, vous avez un v puis qui doit être défini positif, puis un v point qui va être négatif, et le v point ne dépend que de vos variables d'état, x1, x2, etc. Ici, le v en question dépend aussi d'une entrée u, et donc vous pouvez utiliser l'entrée u pour faire en sorte que le v point soit négatif. C'est ça l'idée derrière le contrôle Lyapunov function. On va le voir tout de suite. Donc, si vous posez x2 ici, si vous regardez ce modèle, ben, vous pouvez virer le x1 cube et mettre un moins x1, donc prendre cette entrée, et le modèle se réduit à x.1 égale moins x1. Là, vous savez que voilà, c'est des exponentielles décroissantes, tout marche très bien. Voilà une manière de trouver un retour, très simple. On élimine les non-nularités, puis on met un moins x1, et hop, ça marche bien. Une autre solution qui va donner la même chose, c'est que vous prenez une fonction Lyapunov, qu'on va noter v1 de x1, en x1 carré sur 2. Donc, je prends une fonction de Lyapunov simple. On pourra en prendre d'autres, hein, vous savez, la fonction de Lyapunov n'est pas unique. Mais pour le backstepping, généralement, on prend des fonctions assez simples comme ça. Et puis, on va regarder si cette fonction elle est définie positive. On va regarder si la dérivée long de trajectoire est définie négative. Donc, v de x1 est positif, v0 égale 0. Et puis, quand je dérive, j'ai x1, x.1. Donc, j'ai mon x1 cube plus mon x2, qui est mon retour. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme retour pour garantir que mon v point soit négatif? Bah, vous voyez que si, pareil, je prends la même chose. Le x1 cube, je l'élimine, et puis je rajoute un moins x1, ce qui me donne un moins x1 carré, c'est bien défini négative, et je m'en sors bien. Une fois qu'on a fait ça, on sait que si x2, c'est ça l'idée du backstepping, si x2 tend vers cette quantité-là qu'on a nommée phi de x1, alors le premier sous-système, là, celui-là, il va bien se comporter. Donc comment garantir que x2 tend vers cette valeur-là? Eh ben, on fait un changement de variable. On dit, et quand on fait ce changement de variable, c'est là qu'on fait un backstepping, on fait un backstep, on fait un retour en arrière. Donc on dit que je pose un z2 égale x2 moins phi de x1. Et je cherche, du coup, mon entrée u, de telle sorte que z2 tend vers 0. Juste pour l'idée du backstepping, voilà, on peut voir graphiquement ce que ça veut dire le backstep. Mais c'est pas très intéressant. Voilà, graphiquement, ça veut dire quoi? Quand je dis graphiquement, ça veut dire notre modèle, on peut l'écrire sous une forme un peu Simulink là, voilà,
j'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire, je ne sais plus comment on appelle ça, un terme technique, mais on peut l'écrire sous forme voilà, de schéma bloc. Et quand on fait changement de variable, ça revient à revenir, notre entrée revient, fait un tour en arrière. Voilà, c'est pas, je le présente pas parce que je trouve pas ça super intéressant, mais vous pouvez le trouver dans des livres. Voilà, d'où ça vient le backstep. Donc bref, je reviens à mes moutons. Notre premier sous-système, on le stabilise avec notre x2. Mais il faut que notre x2 tende vers la valeur qui nous intéresse. Donc on pose un changement de variable, z2, x2 moins phi de x1. Et on veut garantir que Z2 tend vers 0. Donc notre nouveau système, il s'écrit comment voilà, vous faites le changement, vous mettez Z2 partout, vous obtenez ça. Donc vous voyez que le U apparaît ici. Et puis là, vous pouvez être tenté de vous dire, bon, ben, comment choisir U pour faire en sorte que Z2 tend vers 0. Bah, vous allez me dire, ben, j'élimine tout ça et je mets un moins Z2, puis j'ai Z.2 égale moins Z2, et puis ça doit marcher. Il faut un petit peu se méfier ici. Pas aller trop vite, et je vous conseille toujours d'utiliser la technique de Lyapunov dans la deuxième étape. Parce que si on fait ça, on oublie quelques petits trucs, et on peut se tromper. Voilà. Vous allez voir dans la commande finale, effectivement, c'est presque ça, mais pas tout à fait ça, le U qu'on cherche. Donc, méthode de Lyapunov. Donc, on pose une nouvelle fonction, on prend la fonction V1 de tout à l'heure, et on rajoute un terme en Z2. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le V soit défini positif, et donc pour qu'il soit défini positif, il faut qu'il s'annule que en 0. Donc il faut forcément qu'on ait des termes en x1 et en z2, sinon voilà, il ne s'annule pas que en 0, il va être juste plus grand ou égal à 0. Donc ça c'est toujours très important à garder en tête. Il ne peut s'annuler que en 0, 0. Donc quand on a posé ça, on va dériver. Et quand on dérive, donc on remplace x.1 par z2 moins x1. Là, la dérivée. z2, je le remplace... je ne l'ai pas remplacé ici, j'ai juste gardé cette expression-là. J'ai laissé le phi de x1. J'aurais pu mettre ça directement ici. C'était juste pour vous faire sentir, en fait, pour ce qui va venir après, faire sentir qu'ici, on va retrouver la dérivée de V1 de x1. D'accord ? Donc, j'ai gardé cette forme-là ici. Après Z2, j'ai mis Z.2, j'ai mis cette forme-là. Et donc, quand on regarde tout ça, qu'est-ce qu'on observe ? Donc, ça fois ça, et plus ça fois ça, c'est notre dérivée de tout à l'heure. C'est notre dérivée ici. Vous voyez, x1, x1 plus phi de x1. Donc, on sait que ça va faire v.1 de x1. Donc, je l'ai mis. C'est pour ça que j'ai laissé cette forme-là, juste pour vous faire sentir qu'on va retrouver v.1 de x1 quelque part. Mais il y a un terme en plus. Donc, ce v.x1, donc c'est moins x1 carré, je l'ai mis ici. Il y a un terme en plus, c'est le x1 z2. Ce terme-là, il est mauvais entre guillemets. C'est pour ça que j'ai mis bad, BAD ici, un mauvais terme parce qu'il change de signe. Ce terme-là, c'est un bon signe parce qu'il reste toujours négatif. Donc, ce qui nous... Après, quand on développe ici, voilà, on a plein de termes aussi voilà, on ne connaît pas très bien de signe, ça bouge beaucoup. Celui-là, s'il y avait un moins de vent, ça aurait été un terme qu'on aurait pu garder parce qu'il aurait été négatif. Et qu'est-ce que j'essaye de faire ? Donc, j'essaye de trouver un U de telle sorte qu'on ait quelque chose de défini négatif. Donc, j'ai pris un U qui simplifie tous mes trucs là. Donc on va retrouver cette idée qu'il fallait virer tous ces termes-là. Donc je me suis amusé à enlever 2 fois z2 carré x1 carré, parce qu'il y a un z2u devant là, donc tout ça c'est multiplié par z2. Donc je me suis arrangé à enlever à en laisser un de termes comme ça. On en enlevait 2 ici pour qu'on en ait un ici. Voilà. Mais comme il n'y a pas de solution unique, vous pouvez prendre U comme vous voulez et vous pouvez virer ce terme et d'avoir que moins x1 carré, moins z2 carré. Donc ce qui est important, c'est d'avoir le moins z2 carré ici. Donc le moins z2 ici, qu'on avait aussi ressenti ici, est important. Mais par rapport à cette expression-là qu'on aurait pris, il y a le moins x1 en plus ici, qui permet d'éliminer ce terme croisé là, qu'on n'avait pas senti venir tout à l'heure. Donc quand vous faites ça, vous arrivez à un v point négatif, donc vous savez que z2 et x1 vont tendre vers 0, 0, et donc par cascade x2 tend vers phi de x1,
Et comme phi de 0 est égal à 0 et que phi est une fonction continue, ça veut dire que x1 va aussi tendre vers 0 au bout d'un moment. En plus, comme la limite de v ici tend vers l'infini, quand x tend vers l'infini, et qu'on n'a aucune condition, aucune contrainte de domaine dans toutes ces manipulations, on peut dire que c'est une stabilité globale ici. Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair comme ça expliqué sur ce transparent. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous preniez un stylo et que vous refassiez l'exercice un peu vous-même, ici. Et voilà, et donc de temps en temps, revérifier avec la correction. Mais vraiment essayer de refaire les raisonnements, essayer de faire les calculs. Parce que peut-être que quand j'explique comme ça, vous arrivez à suivre, vous n'arrivez pas à tout à suivre. Mais dans tous les cas, il faut vraiment faire d'efforts. Donc je vais faire deux autres exemples. Donc la vidéo va être un peu longue. Voilà. Donc ce deuxième exemple, vous voyez qu'on a un peu une forme similaire. On a un x2 ici tout seul, et puis on a un u ici tout seul, pas de u là-haut. Et on procède de la même manière. Toujours notre backstepping. Donc notre x2, c'est une nouvelle entrée, et on cherche donc un retour en fonction de x1. On recherche à changer x2 en fonction de x1. Donc un phi de x1 qui stabilise le premier modèle. Donc on pourrait le deviner encore une fois. Là, on va faire la méthode de Lyapunov directement. V1 de x1, c'est x1 carré. On va prendre sur 2. Et quand je dérive, voilà, j'ai cette expression-là. Je développe. Donc qu'est-ce que je pourrais prendre pour x1, x2? Donc j'ai un moins x1 puissance 4 que je peux garder. Vous pouvez l'éliminer si vous voulez, mais je peux garder. C'est un terme finalement qui contribue à la stabilité. Donc je vais juste prendre moins x1 carré. Moins x1 pour avoir notre exponentielle, grosso modo. Et puis ce terme x1 cube, ça va être un peu un terme de frottement non linéaire ou quelque chose comme ça qui va aider à décroître un peu plus vite. Donc j'arrive à moins x1 carré, moins x1 puissance 4 qui est bien défini négatif. Donc si j'arrive à garantir que x2 tend vers phi de x1, probablement que c'est gagné. Donc on va faire un changement de variable, donc on va faire un backstep, un retour en arrière. Z2 égale x2 moins phi de x1. Et donc Z2 s'écrit de cette manière-là. Notre nouveau système, quand on l'a écrit, on obtient ce modèle-là. Et donc on cherche un U qui stabilise ce modèle-là. Donc pour trouver le U, pareil, on voit bien qu'il va falloir éliminer ces termes-là non linéaires, mais on va se baser sur notre fonction de Lyapunov et le regarder comme ça. Donc une fonction qui dépend je reprends le premier V1, plus un terme en Z2. Donc je prends un terme classique, facile. Donc j'ai un x1 carré sur 2 plus z2 carré sur 2, c'est bien défini positif, c'est égal à 0 quand 0. Et puis, quand je prends ma dérivée v point ici, x1 z2, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir x1 facteur de moins x1 cube plus z2. Donc d'où ça vient ça? Voilà, c'est x.1 ici. Plus z2 fois z.2. Donc z.2, je reprends tout ça. Et puis, donc je développe, on va de nouveau retomber sur la dérivée de tout à l'heure, v.1 de x1. Et puis il y a un terme en plus, c'est le x1 z2 que je factorise. Et puis toujours tout ce qu'il y a devant mon u ici qui ne change pas. Donc comment je peux prendre u pour que ça marche? Donc tout ça c'est bon, je le garde. Je vais éliminer ce x1 qui m'embête. Je vais rajouter un z2 pour avoir un z2 carré négatif. Et puis ça, je vais le noter alpha z1 z2, x1 z2. Donc si je prends u de cette forme-là, je garantis que me vont pas un nul. Juste un truc, ouais, ça c'est un truc qu'on fait souvent là, de noter des fonctions alpha. Dans l'exemple suivant, on va faire encore pire que ça, parce qu'au bout d'un moment, ça devient très dur de tout écrire et on finit par se perdre. Donc on fait des abréviations comme ça. Voilà, ça c'est une fonction de x1, z2, on ne réécrit plus tous les termes. Et donc là, on a bien une fonction définie négative avec quelque chose qui marche bien, que les termes négatifs en fonction de x1 et z2. Donc on garantit que x1 et z2 tendent vers 0, en plus la limite de v ici tend vers plus l'infini en x1 z2. Donc on a un expé global qui marche bien. Donc on a une stabilité asymptotique globale, donc x2 tend vers phi de x1, et pareil, encore une fois, phi de 0 c'est bien 0. Phi étant continu, ça veut dire que quand x1 est petit, quand phi est petit, x1 est petit.
Quand x1 se rapproche de 0, voilà, ça marche bien. Donc c'est gagné. Je pense que mon écran n'enregistre pas tout. Ici, là, quand j'ai mis z2 égale x2 moins phi de x1, vous avez x2 plus x1 plus x1 carré. Donc, vous pouvez le retrouver vous-même, hein, il suffit de remplacer phi de x1 par sa valeur, donc je ne suis pas trop inquiet. Donc phi de x1, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, on va passer à l'exemple 3. On va passer à l'exemple 3. Donc, on rajoute un intégrateur de plus à l'exemple précédent. Les calculs sont très lourds, très rapidement. Donc, il faut utiliser des abréviations plutôt que tout écrire, comme tout à l'heure. Donc, le modèle que j'ai, c'est un modèle où j'ai rajouté un intégrateur par rapport à celui précédent. Donc, on va servir de ce qu'on a fait précédemment pour résoudre ce problème-là. Donc, comme tout à l'heure, voilà, c'est le même modèle. Donc x2, c'est une nouvelle entrée. On prend phi de 0 j'ai noté phi de 0 de x1. Donc c'est un moins x1 carré et moins x1 ici. Je vais arrêter la vidéo ici et puis je referai une vidéo pour cet exercice-là qui va être un peu long, sinon la vidéo va être trop longue. Voilà.